AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'A-News Sécurité et bienvenue dans votre émission qui donne la parole aux syndicats, aux associations et aux groupes de travail de l'univers de la sécurité privée dans le cadre du Continuum. La sécurité électronique sera au cœur de l'entretien du jour avec Patrick Lanzafame, président du GPMSE, groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique. Bonjour Patrick. Bonjour Alexandre. Merci d'être là, dirigeant d'entreprise, plus de 40 ans d'expérience dans les métiers de la sécurité électronique. Vous débutez votre carrière, je crois, déjà comme spécialiste en équipement électronique embarqué au sein des forces nucléaires stratégiques de l'armée de l'air. Vous devenez d'ailleurs un des spécialistes de la sécurité électronique dans l'armée jusqu'en 1990, avant de rejoindre le privé. Vous avez été entre autres directeur général de l'activité de télésurveillance et services électroniques chez Honnête. Puis vous fondez TAES Group, qui regroupe plusieurs sociétés dans l'activité de sécurité électronique. Vous en êtes d'ailleurs toujours le PDG. Et donc, vous êtes très récemment devenu naturellement le président du GPMSE, groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique. Déjà, félicitations de la part d'Agora Média à d'A-News Sécurité. Je rappelle, le but du groupement, c'est de rassembler, informer, représenter et promouvoir les activités et les entreprises en sécurité électronique, non seulement auprès des instances officielles françaises et européennes, mais aussi des pouvoirs publics, des organisations du secteur et environnement de tout type d'entreprises du secteur. Ça va de la TPE aux grandes entreprises et même aux leaders nationaux, bien évidemment. Et pour cela, le GPMSE a décliné 4 branches qu'on va détailler ensemble, à commencer par GPMSE Installation. Donc c'est le groupement des métiers d'installateurs mainteneurs en sécurité électronique. Tout à fait. Alors ce qu'il faut bien savoir, Alexandre, c'est que le GPMSE est organisé avec les métiers de la chaîne de sécurité électronique. Donc on a la télésurveillance, l'installation et ensuite la digitalisation, le numérique. Et puis on a rajouté récemment la branche formation. Je m'en expliquerai après d'ailleurs. On va détailler chaque branche. Donc sur l'installation, qui est la première question, l'installation regroupe la totalité des métiers qui installent des systèmes de sécurité électronique. Donc le système de sécurité électronique, ça va de la vidéosurveillance en passant par du contrôle d'accès, de la détection d'intrusion et puis éventuellement d'autres systèmes comme des logiciels ou autres pour assurer vraiment la sécurité du site. D'accord. On s'adresse uniquement à des professionnels ou aussi les particuliers qui peuvent être... Alors, la cible du GPMSE en général, et d'ailleurs c'est une des particularités, s'adresse à la totalité des acteurs, c'est-à-dire aussi bien des acteurs particuliers, monsieur tout le monde, des résidences secondaires, des résidences principales, et aussi donc l'industrie, la PME, la PMI, et ça peut aller jusqu'à la centrale nucléaire ou des choses très compliquées. Tout est une histoire d'upgradage et de compétences dont je pourrais développer après au travers de, si vous voulez, des certifications métiers qui font que le GPMSE regroupe soit des spécialistes en électronique, mais qui ont la culture sécuritaire. Ça, c'est très important. Deuxième branche, GPMSE télésurveillance, donc les métiers de la télésurveillance et des téléservices de prévention et de sécurité. Alors, les téléservices, c'est la continuité de l'installation, c'est-à-dire qu'on a au sein de nos entreprises des stations centrales de télésurveillance, c'est-à-dire des systèmes centralisés qui récupèrent les informations, qui les organise, qui applique des consignes et qui coordonne des moyens. Donc c'est vraiment le service qui est la continuité de la première activité d'installation. Dans la chaîne. Exactement. La troisième, c'est la technologie numérique. Donc ce sont tous ces métiers de la sécurité électronique, technologie numérique. Alors la technologie numérique est un peu plus récente puisqu'avec l'avènement des technologies, on a tout de suite identifié qu'il fallait se doter aussi d'un pôle technologique pour justement accueillir des entreprises de nouvelles technologies et surtout qu'elles soient dans l'esprit, pareil, sécuritaire. Bien sûr. Voilà. Et alors le dernier pôle, c'est celui dont vous parliez il y a quelques instants et qui est extrêmement important, c'est le pôle formation. Avec ce groupement de professionnels de la formation des métiers de la sécurité électronique. À quel niveau se situe la formation en sécurité électronique actuellement ? Est-ce que c'est à la hauteur des attentes ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire ? Alors,
il y a effectivement beaucoup de chemin à faire, mais il faut savoir qu'on part vraiment de zéro. C'est-à-dire que jusqu'il y a très peu d'années, il n'y avait pas forcément de filière de formation de sécurité électronique. Oui. Nous avions des formations de techniciens d'un côté, des formations d'opérateurs de l'autre, etc., mais pas de réelle organisation. Et nous avons tout de suite identifié qu'il fallait que nous organisions la filière. Ouais. D'abord parce qu'il y avait une émergence des technologies, et d'autre part aussi parce que nous avions nos propres besoins, c'est-à-dire les professionnels avaient des besoins qui n'étaient pas couverts avec les organismes de formation. Parce qu'on a une spécificité, c'est que dans la branche, donc le moteur c'est la surveillance humaine, mais nous représentons environ 8% de la branche, donc c'est pas grand-chose. Et on a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'un organisme de formation, pour fonctionner, il faut qu'il ait des stagiaires. Et donc il y a un seuil de rentabilité à avoir. Et chez nous, le seuil de rentabilité, il est plus bas puisqu'on a moins de gens à former. Et donc, il n'y avait pas assez de prétendants à la formation pour pouvoir répondre à nos besoins. Donc, les professionnels se sont organisés pour être certificateurs. Nous avons déposé des titres professionnels. Et nous avez labellisé quelque part. C'est ça. Mais il faut savoir qu'on a travaillé sur des documents qui sont, enfin, sur des formations diplômantes de niveau 4 qui sont reconnues au RNCP, Registre national des certifications professionnelles, et qui ont été instruits avec phrase compétences. L'originalité, c'est qu'effectivement, comme nous sommes dans une activité sur la télésurveillance qui est réglementée, il a fallu bien évidemment avoir l'aval aussi du ministère de l'Intérieur, ce que nous avons eu. Et aujourd'hui, GPMSE Formation forme environ 150 à 200 stagiaires par an et délivre à peu près une cinquantaine de diplômes. C'est une formation qui dure combien de temps ? Alors, la formation... Alors, nous délivrons dans un premier temps des formations d'opérateurs de télésurveillance et de vidéo. C'est une formation qui dure, qui est calée sur 142 heures exactement. Voilà. Comment se situe le marché à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, de demandes ? Alors, paradoxalement, c'est un métier qui n'est pas très connu. Quand on parle sécurité, on parle souvent de l'agent et on ne se rend pas beaucoup compte de tout ce qu'il y a autour. Des métiers, ce qu'on appelle, qui sont dans la continuité et qui peuvent amener énormément et qui apportent énormément et qui sont l'avenir aussi. Parce que on est la seule branche de la branche sécurité dont le modèle économique est différent. C'est-à-dire que la plupart des gens travaillent l'humain, c'est-à-dire que la matière première est l'humain. Nous, notre modèle, il est inversé. C'est-à-dire que nous, on travaille la technologie et la sécurité et les hommes supervisent. Donc, on est complètement dans des modèles de marche et économiques différents. Ça, ce sont quelque part des attentes des jeunes qui arrivent sur le marché. Ils sont de plus en plus proches de tout ce qui est informatique, électronique. Est-ce que, d'ailleurs, il ne faudrait pas mieux communiquer auprès de cette je pense qu'il faut mieux communiquer et qu'on n'est pas assez bon là-dedans pour communiquer. On s'y attelle, on commence à prendre des contacts avec, bien évidemment, des réseaux, avec naturellement aussi des gens qui sont dans des lycées techniques, etc. Les choses vont un peu évoluer puisqu'on est en train de travailler sur de l'alternance. Oui, très bien. Et je pense qu'on pourra arriver à plus informer les gens, et de l'apprentissage aussi d'ailleurs, pour essayer de canaliser ces jeunes. D'ailleurs, on subit aussi un peu le problème qu'a la surveillance humaine. C'est un métier qui n'est pas attractif, on sait pourquoi, il est mal rémunéré, etc. Et quand on fait des annonces, on a l'impression d'être tout de suite catalogué avec un agent de surveillance. Et donc, on a un gros travail à faire d'information, de synthèse, pour arriver à canaliser nos gens. On a déjà beaucoup de mal à en trouver. À ce propos, on est mieux rémunéré en sécurité ? Ah oui, tout à fait. Donc ça, il faut communiquer. Les gens... Alors, par contre, on a des spécificités, c'est-à-dire que c'est un métier où il y a un peu de stress, puisqu'on coordonne des moyens, on organise des situations qui sont des situations un peu, pas extrêmes, mais un peu anxiogènes, puisqu'on reçoit des alarmes intrusion, on traite des alarmes vidéo où on voit des choses sur des images. Donc, c'est un peu un métier anxiogène qui se travaille, bien évidemment. Et donc, il y a des qualités à avoir.
il y a aussi quelque chose qui peut repousser, c'est que nos opérateurs travaillent 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, facile, Noël, jour de l'an, etc. Et ça, c'est pas très facile pour des jeunes dont on sait que la génération est une génération un peu cool, on va dire. Pas la même que la précédente, qui a envie de profiter aussi de sa vie. Est-ce que les nouvelles technologies, à ce propos, vont peut-être soulager ceux qui vont arriver sur le marché, justement, parce qu'on sait qu'un opérateur doit suivre un certain nombre d'écrans. Est-ce que toutes ces applications, ces nouvelles technologies qui arrivent vont pouvoir l'aider ? Alors oui, on fait d'énormes progrès dans ce domaine-là, et la tendance, on en parlera si on aborde le sujet de l'intelligence artificielle, la tendance est effectivement à pouvoir assister au mieux l'opérateur pour le canaliser sur des tâches qui sont vraiment à valeur ajoutée. Ouais. Parce que, l'exemple, quand vous avez 10 écrans devant vous, il y a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe sur les 10 écrans. Statistiquement parlant, et donc, d'ailleurs, quand on fait le rapport d'efficacité et coût, il n'est pas bon, parce qu'effectivement, on est obligé de mettre des moyens humains, alors qu'il n'y a pas d'efficacité. Et que les machines savent faire aujourd'hui, avec de l'intelligence assistée ou de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a deux choses différentes. L'intelligence assistée, on travaille plutôt sur des scénarios que l'on connaît et dont on peut tirer une analyse, alors que l'intelligence artificielle, on applique des algorithmes qu'on enrichit avec des données, et les choses changent au fur et à mesure. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. Mais pour répondre à votre question, effectivement, on a de plus en plus des moyens qui aident l'opérateur à prendre, un, les bonnes décisions, et deux, à faire du travail de valeur ajoutée qu'on peut aussi valoriser. Alors, on va reparler d'ici quelques instants de ces nouvelles technologies, mais je voulais savoir un peu comment ça fonctionnait, le GPMSE. Déjà, combien d'adhérents ? Alors, les adhérents au GPMSE, on a à peu près 245 établissements qui se répartissent à peu près sur 150 entreprises. D'accord. Et qui représentent un chiffre d'affaires de combien ? Alors, le chiffre d'affaires, c'est 1 milliard d'euros. D'accord. Qui est confondu entre les ensembliers, c'est-à-dire ceux qui posent et installent les systèmes de sécurité, et puis ceux qui font du service, la télésurveillance. D'accord. Les objectifs, justement, du groupement sur l'année à venir, 2021-2022 ? Alors, on en a plusieurs, mais un des principaux, c'est la simplification de notre organisation, enfin de nos organisations, puisque, en fait, il faut savoir qu'au départ, il n'y avait qu'un seul GPMSE. Ce GPMSE, d'ailleurs, ça a été l'émanation de deux syndicats qui ont fusionné, un qui a été créé en 1975, qui s'appelait Sidial, et l'autre syndicat en 1998. Donc, c'est l'émanation de deux syndicats qui a créé le GPMSE. Et puis ensuite, il s'est passé toute une organisation dans la sécurité humaine qui a fait qu'il y a eu la création du CNAPS. Et avec la création du CNAPS, on a plus travaillé sur les métiers. Et donc, il a fallu faire émerger ce métier de sécurité électronique. Et au travers de l'organisation du GPMSE telle qu'elle était à l'origine, on a bien senti que le législateur était très, très, très embêté pour nous identifier. Et donc, on a pris la décision de faire 3 syndicats qui sont bien évidemment dans la continuité d'un seul pour la chaîne de sécurité, mais qui permettent de bien identifier les branches. Parce qu'ensuite, on avait une problématique différente qui est que la télésurveillance est complètement dans le champ d'application du livre 6 du Code de la sécurité intérieure, alors que l'installation ne l'est pas. Donc ça a été encore plus des choses qui nous ont poussé à faire 3 syndicats. Alors aujourd'hui, on est à la vitesse de croisière puisque le CNAPS a été créé en 2012. Le GPMSE est reconnu au travers du collège avec un siège en charge de la télésécurité et la vidéoprotection. Nous siégeons au Conseil national des activités de télésurveillance et on a, pas de télésurveillance, excusez-moi, des activités de sécurité privée et nous avons en charge souvent des commissions numériques et nous siégeons aussi à la CNAC en tant qu'experts. Donc on est vraiment reconnus et on est vraiment dans l'écran. Donc maintenant, il n'y a plus nécessité d'avoir 3 syndicats et on peut retourner aussi à quelque chose de plus simple, sachant quand même que ces pôles expertise permettront quand même, cette organisation pôle expertise dont nous avons la vision, permettra quand même de pouvoir toujours identifier les métiers qui sont dans le champ,
et ceux qui ne le sont pas. Alors on va revenir et développer ce thème des nouvelles technologies, mais avant de faire un focus sur certaines d'entre elles, je voulais avoir votre avis, vous Patrick, sur l'avenir de la sécurité électronique dans ce monde qui est finalement en constante évolution technologique. Alors, l'avenir de la sécurité électronique, il est indiscutable, il est lié bien évidemment aux nouvelles technologies. On voit qu'elles émergent et qu'elles prennent une part très prépondérante dans toutes les activités, que ce soit la santé, que ce soit le social, que ce soit les techniques d'électricité, les techniques de sécurité. Et donc, nous, on pense que la sécurité électronique va prendre un rôle de plus en plus prépondérant, avec quelque chose qui a aujourd'hui encore très très cloisonné, c'est-à-dire qu'il va y avoir plutôt de la sécurité globale. Nous, on pense que aujourd'hui, par exemple, sur un site, vous avez ce qu'on appelle le contrôle d'accès, c'est-à-dire l'utilisation des badges. De l'autre côté, vous avez les caméras. Ensuite, vous avez de la télésurveillance, mais il n'y a pas beaucoup de convergence encore. Et on pense qu'il y aura de plus en plus de convergence et que cette convergence aussi va être associée à l'homme. C'est-à-dire que on ne pense pas non plus que l'humain c'est terminé, bien au contraire. L'humain va être redéployé, mais il aura des outils qui vont lui permettre de pouvoir assurer plutôt d'ailleurs une mission, plus une prestation. C'est-à-dire qu'on parlera plutôt, dans notre vision, d'une mission de sécurité. D'accord. Voilà, je vais développer une opération événementielle. Ma mission de sécurité, c'est sécuriser tel axe ou tel endroit. Je suis au courant des risques, je suis au courant des attentes et en tant que professionnel, je suis capable de proposer de la sécurité électronique et de la sécurité humaine. Et l'homme, je vais l'optimiser parce que je pourrais l'aider à faire du contrôle-filtrage avec des technologies. Je peux aussi coordonner des moyens et envoyer des informations aux forces de l'ordre parce que je serai en rapport avec les centres de télésurveillance qui seront en liaison avec les forces de l'ordre. Enfin, c'est toute cette organisation que nous pensons pouvoir mettre en place. Donc là, on va rentrer véritablement dans un continuum de la sécurité. Alors, on a commencé un peu à en discuter. C'est compliqué parce que on a un écueil, mais c'est pas un écueil technologique, c'est un écueil réglementaire. Le législateur est très 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 frileux sur les technologies. On va le développer ça dans un instant, mais justement pour faire un autre focus sur des nouvelles technologies, on l'a vu que l'IA, l'intelligence artificielle, va bouleverser l'avenir de la sécurité électronique, bien évidemment, va être vraiment une aide, va permettre de faire le tri. Hein, on est d'accord. Je voulais parler de l'edge computing. Qui est une technologie à base d'intelligence artificielle qui analyse localement les données recueillies par exemple avec des caméras et qui donc n'oblige plus à passer par le cloud dont on le sait les temps d'attente sont assez importants et donc qui offrirait une réelle rapidité d'interprétation pour détecter et intervenir au plus vite. Est-ce que ça aussi c'est un grand pas en avant? Bien sûr, parce que en fait il faut savoir que l'edge computing va permettre de pouvoir solutionner des problèmes plus en temps réel. Et ça correspond à la réactivité que l'on doit avoir, par exemple, dans des opérations événementielles. Donc on aura de plus en plus des opérateurs ou des agents ou des intervenants équipés de terminaux, de machines, on va dire ça comme ça. Et ces machines seront en mesure de pouvoir traiter de manière locale ou vis-à-vis un serveur local, parce qu'il y aura un maillage, des informations qui permettront de prendre des décisions ou des organisations de manière rapide pour arriver à contourner ou à gérer le problème. Mais comme vous le soulignez il y a quelques instants, il y a un petit hic encore, c'est la réglementation en France. Est-ce que vous avez peur qu'elle ne suive pas cette évolution afin de protéger les libertés individuelles ? Ah, c'est évident qu'on a la profession et j'ai souvent des débats avec des gens du ministère de l'Intérieur ou autres sur le sujet parce qu'on sent très bien qu'il y a une réticence. Alors la réticence, elle est effectivement politique aussi. C'est compliqué parce que donc il y a le ministère de l'Intérieur qui lui est opérationnel et supervise le tout des métiers de la sécurité privée et la sécurité électronique, mais derrière il y a la CNIL, donc c'est très 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 compliqué. Mais je crois qu'il faut quand même continuer à expliquer. On a déjà fait des expériences. Nous avons le GPMSE a amené plusieurs grands décideurs
à l'étranger. On a notamment, on s'est basé sur des expériences que font nos collègues espagnols, notamment sur la gare routière de Madrid, où il y a de l'intelligence artificielle justement pour repérer des gens qui sont fichés. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème, alors que c'est la plus grande gare d'Europe, quand même, routière. Et ils ont des résultats qui sont très, très, très encourageants. Et on n'est pas du tout dans les dérives chinoises que tout le monde, bien évidemment, met en avant. Bien sûr, et elle est logiquement. Et elle est logique. Par ailleurs, quand même, il faut savoir aussi que on est dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'on limite les entreprises à mettre des caméras dans l'intelligence artificielle, et puis le monsieur tout le monde, il filme n'importe quoi, n'importe comment sur la voie publique, et on lui dit rien. Donc il y a une sorte de paradoxe qui fait que on a du mal un peu à comprendre. Peu de gens dans la rue utilisent après ces données pour aux caisses. Exactement. Ce qui n'est pas le cas forcément. De l'entreprise qui est normalement autorisée. Donc le chef d'entreprise s'est vu avoir une enquête. Les acteurs sont aussi en général surveillés. Oui, ils sont plus surveillés que le citoyen, c'est ce que vous voulez dire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le citoyen, il n'a pas de compte à rendre. Hein. C'est clair. Mais jusqu'à un certain stade. Voilà. On est d'accord. Alors, parlons des JO de 2024 pour lesquels on attend un bond technologique en termes de sécurité. Quels projets en cours sont les plus intéressants ? Par exemple, que pensez-vous du projet Girafe qui faciliterait la supervision de publics regroupés à partir de l'analyse en temps réel de flux vidéo couvrant justement des zones publiques ? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est quand même, les Jeux Olympiques, c'est une vitrine technologique. Hein. Ça démontre le savoir d'un pays à pouvoir développer des technologies, de voir comment on les traite. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a à travailler sur le retour d'expérience. Oui. Et là, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur le retour d'expérience. Ces projets-là, à mon avis, sont quand même assez novateurs et devraient amener quand même un peu plus de déverrouillage sur l'approche technologique. D'accord. Voilà. Projet Girafe, bien évidemment, parce qu'avec son lent coup, elle est en Exactement. hauteur. Voilà. Elle permettra de superviser. Exactement. Voilà. On a aussi le projet Master, qui permettrait, lui, de prédire l'évolution d'un événement, comme un mouvement de foule, par exemple, comme il peut y en avoir autour d'un stade, à partir de sources multiples, que ce soit des captations vidéo ou des objets connectés. Ben ça aussi, c'est très bien. Tout ce qui permettra d'anticiper et de pouvoir prendre des mesures correctives pour limiter un acte de malveillance ou de terrorisme va dans le bon sens. Et puis, on sait très bien que les machines, en général, elles sont plus fiables que les hommes. Donc, en fait, une bonne utilisation de la machine avec des hommes formés devrait arriver effectivement à avoir des résultats. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, que vous avez repérés, qui vous intéressent à suivre ? En fait, on parle aussi, mais on ne sait pas où ça en est, mais on parle aussi de reconnaissance faciale sur le village des athlètes aussi. Oui, oui. Ça, c'est aussi pour faciliter les accès, les flux. Les flux. Mais ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudrait travailler, parce que les flux, il n'y a pas que dans les villages des athlètes qu'il y a d'avoir. Les flux, aujourd'hui, dans les JO olympiques, à chaque événement, ça va être une problématique, avec tout ce que ça va comporter, parce qu'il faut du contrôle-filtrage, il faut de la palpation. Enfin, c'est très compliqué. Donc, si on peut effectivement utiliser des machines, c'est quand même mieux. Et je pense qu'on doit pouvoir, gagner en efficacité. Et puis de derrière, bien évidemment, on a aussi tout le volet économique avec la valorisation de l'homme qui est derrière la machine. Il ne faut pas l'oublier. Ce qu'on a du mal aussi aujourd'hui à appréhender la surveillance humaine. On a du mal à valoriser les hommes. Pour terminer, en quelques mots, est-ce que vous pensez que justement ces JO vont aider la réglementation à se déverrouiller un peu et à avancer ? Nous, on a beaucoup d'espoir. Mais on a encore beaucoup de travail explicatif dans ce domaine-là. Bon, faut bosser parce que c'est demain les JO. Oui, je sais. On a régulièrement des réunions. On aimerait que ça avance plus vite, mais on explique, et on a de bonnes pistes pour que on voit certainement aboutir quelques projets. Merci beaucoup, Patrick Lansfam. Merci à vous, Alexandre. Merci à Benjamin Soueté à la réalisation, à Soline Screen et la Dream Team Agora à la production. À très très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. AG2R La Mondiale a été heureux de vous présenter Face aux syndicats.